Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Florence. Bonjour Alexandra. Alors aujourd'hui je suis tout particulièrement honorée, ravie d'accueillir à mes côtés Florence Bergeau-Blacler. On est accueillis au sein des magnifiques salons de l'Intercontinental Lyon Hôtel Dieu. Florence, vous êtes anthropologue, chercheuse au CNRS et vous avez également créé récemment un nouveau centre de recherche. Vous êtes spécialiste des questions sur le fondamentalisme islamiste, les réseaux islamistes et tout particulièrement, on va en parler tout à l'heure, mais vous êtes un peu spécialisée sur les réseaux fréristes et donc vous êtes une universitaire très engagée sur ces sujets. On vous voit souvent dans les médias, vous venez témoigner des rendus de la restitution de vos travaux, des travaux que vous menez depuis de nombreuses années. Donc je suis particulièrement heureuse de vous avoir au micro du Café des Lyonnes ce matin. On va parler de la place des femmes dans le débat public. Mais d'abord, première question de l'émission, vous la connaissez, Florence. Alors je pose vous poser la question, est-ce que vous êtes une femme engagée? Et surtout, ça veut dire quoi pour vous la définition de l'engagement? Alors vous avez raison de poser cette question de cette manière-là. Un engagement, ça ne veut rien dire en soi. Hein. On est engagé dans une activité, dans un secteur. Et moi, mon engagement, il est pour la recherche scientifique. C'est quelque chose, je pourrais dire que je suis née chercheuse, je suis née avec cette curiosité, ce désir de vérité. Et je m'engage pour que ce soit le cas à l'université. Vous avez bien vu que ces derniers mois, au moins depuis le 7 octobre 2023, nous passons par des moments très difficiles dans les universités, à Sciences Po, à la Sorbonne, à Paris 8, etc., où on voit un certain nombre d'activistes empêcher tout simplement que les cours se tiennent et il n'y a pas de réaction en face. Et donc là, je me suis particulièrement engagée sur ce terrain-là. Après, de façon plus longue, j'ai toujours été plutôt effectivement une femme engagée dans la recherche, cette fois-ci, comme vous l'avez dit, sur l'islamisme et en particulier sur les formes d'entrisme, d'influence sournoise qui sont en train de faire basculer une population qui était en pleine assimilation dans les années 80-90 et qui aujourd'hui est retirée en fait de l'espace public. C'est la population féminine musulmane qui est aujourd'hui de plus en plus cachée sous le voile. Et donc j'ai essayé de comprendre comment on en était arrivé là, puisque comme vous le savez peut-être, il y a eu un dévoilement dans les pays musulmans à partir des années 50, où on le voit sur les photos anciennes, que ce soit en Iran, en Algérie ou ailleurs, où on voit des femmes, au Liban, où on voit des femmes complètement dévoilées qui commencent à rentrer, à exister dans l'espace public, à prendre des responsabilités. Et aujourd'hui, on a vu une régression. Alors, ça ne veut pas dire que toutes sont rentrées à la maison, bien entendu, mais on a quand même une régression du féminin avec cette... je crois que c'est la pire des choses, et là on peut vraiment appeler ça un féminicide, c'est l'Afghanistan, où les femmes n'ont même plus le droit de chanter. Non seulement elles ne peuvent plus paraître, mais comme le disait Meryl Streep, je crois, dans une vidéo, elles ne peuvent même plus chanter alors qu'on autorise les oiseaux à chanter. Donc là, on est arrivé à un point très très préoccupant, dans un silence assez inquiétant. Assez assourdissant. Comment, on va revenir sur ces sujets qui nous préoccupent, vous le savez beaucoup à l'équipe des Lyonnes, mais comment cet engagement, il se traduit pour vous concrètement? Parce que vos travaux vous ont amené à, évidemment, restituer des choses. Ces restitutions vous ont amené à prendre la parole. Et puis, finalement, vous avez dû prendre des positions assez courageuses dans le débat public qui vous ont valu des menaces, etc. Donc, vous, clairement, cet engagement, il a un coût, entre guillemets, sur votre vie. Oui, c'est vrai que je mets ma vie en jeu. J'en suis consciente. En France En France et ailleurs, ma vie est menacée. Je suis sous protection policière permanente, ce qui est évidemment une situation assez inédite et assez lourde à porter. Maintenant, je dois dire que je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur parce que je sais que ce sont des actes courageux et je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup de femmes qui ont ce courage-là, des hommes aussi, qui ont ce courage-là, même si ça se voit moins. Donc on n'est pas seul. C'est ça qui est important de souligner. Tous les engagements sont nécessaires et chacun de là où on est, avec nos spécialités, nos dispositions psychologiques, ce qu'on est. Un engagement, même quand on est, je ne sais pas moi, quand on travaille dans une école, à la cantine, c'est important.
tous les engagements sont bons, du président de la République jusqu'au métier de femme au foyer, par exemple. Est-ce que vous considérez, de votre point de vue, de votre retour d'expérience, que les femmes en France, elles sont suffisamment présentes dans ce débat public, dans cette sphère publique? Alors moi, je trouve qu'elles sont présentes, mais pas forcément dans le bon sens. C'est pas pareil d'être engagée, d'avoir des grandes gueules. Je vais le dire comme ça, parce que je trouve que le néo-féminisme en particulier, on le voit hurler, s'agiter dans la rue, mais être assez peu efficace. Et même, je dirais que leur démonstration est parfois contre-productive. Donc ça m'inquiète un petit peu, qu'on s'occupe plus de la largeur des trottoirs que des vrais problèmes socio-économiques d'inégalité entre les hommes et les femmes, du fait qu'il y a toute une partie de la population, j'en ai parlé tout à l'heure, parce qu'elle est française, musulmane, hein, elle n'est pas que étrangère, qui est finalement exclue et qu'on laisse en fait invisibiliser. Donc il y a des priorités dans le combat féministe, et moi je suis féministe depuis toujours, il y a des priorités dans ce combat-là, et ça ne doit pas être mis en forme de théâtre ou c'est bien d'avoir de l'humour, mais à un moment donné, quand ce n'est que de l'humour et qu'il n'y a plus rien derrière, et qu'on ne défend pas les vraies causes, les causes importantes qui nous tiennent tous, à toutes et tous, parce que je pense qu'il n'y a pas que les femmes qui sont féministes, il y a des hommes féministes, et c'est très important qu'ils le soient. C'est une cause universelle qui ne peut pas être déclinée en noir, pauvre, riche, femmes, trans, etc. Tout ça nous installe dans une confusion et ne nous permet pas d'avancer dans le progrès qu'on doit forcément faire. Mais alors, elles manquent de quoi, les femmes? Elles manquent de quelque chose pour être présentes de manière efficace dans ce débat public? Alors oui, je pense que de façon générale, en fait, je parle de ma génération, hein, c'est vrai qu'on a été habitué à passer derrière les hommes. Parce que c'est une position de subalterne qu'on a intégrée depuis petite. Et c'est vrai qu'on voit une libération relativement récemment. Moi, je suis la première génération qui a connu, et encore même pas, je crois que c'est la génération qui vient juste après moi, où les femmes ont la contraception. Très important, 74. Et évidemment, moi, je suis encore de cette génération où les enfants sont arrivés. On ne les a pas forcément choisis. Et celle qui vient juste après sont vraiment des enfants choisis. Et donc, ça change les choses. Mais il y a un certain nombre de choses qui ont été transmises malgré tout, et les blocages, la timidité, le fait de ne pas trop se mettre en avant, etc., ça fait partie des choses qu'il faudrait corriger. Moi, j'avoue que même à mon âge, je vais avoir 60 ans, j'ai toujours un peu de difficulté à m'exprimer en public. Je me sens parfois illégitime. Je me sens... j'ai le complexe, comment on appelle ça? Le syndrome de l'imposteur? Le syndrome de l'imposteur, bien sûr. Si même une chercheuse a le syndrome de l'imposteur, alors on s'en sort plus, Florence, c'est pas possible. Oui, mais c'est ainsi, justement. Okay. Et c'est ça que les femmes doivent comprendre, c'est que ça peut ne pas apparaître comme tel, et reprendre confiance. Là, je travaille en ce moment un petit peu l'anglais, par exemple, pour pouvoir m'exprimer un petit peu à l'étranger. Et ma prof d'anglais me dit toujours, mais enfin, prenez confiance, prenez confiance. Et je sais que ça n'est pas un problème linguistique, c'est vraiment un complexe, en fait, hein, dont j'ai hérité. Alors, je n'ai pas de filles, je n'ai que des filles, donc je n'ai pas pu le transmettre, mais c'est important d'en prendre conscience. Alors, on va revenir sur votre parcours et pourquoi vous en êtes arrivée là. Mais première question, quand vous étiez petite fille, vous vouliez faire quoi plus grande? Vous vouliez être chercheuse? Alors, quand j'étais petite fille, je voulais être un garçon. C'est vrai? Bien sûr. Beaucoup de petites filles voulaient être des garçons parce que c'était quand même une position plus avantageuse. D'accord. Après, quand j'ai compris que ce n'était pas, je ne voulais pas être un garçon en tant que, en ayant un corps de garçon. Oui. Je voulais simplement avoir le statut d'un garçon. Et quand j'ai compris ça, effectivement, il n'était plus question pour moi. Je suis très heureuse d'être une femme. Mais avoir les avantages du garçon, ça, c'était vraiment quelque chose d'important parce qu'on pouvait jouer aux voitures, on n'était pas assigné à la maternité, etc. Et puis, assez rapidement, je voulais être ethnologue.
Quand j'ai à peu près eu 11-12 ans, j'avais envie d'être ethnologue. Je ne savais pas trop ce que c'était. Ah ouais, c'est pas commun quand même comme métier. Voilà, mais je ne sais pas, je voulais être ethnologue. Et je ne sais pas d'ailleurs dans quel livre j'avais vu ça. Et c'est devenu quelque chose qui a fait partie de ma vie, mais assez tardivement, parce que quand je suis arrivée à peu près dans les 17 ans, au moment de choisir mes études, mon père n'était pas tout à fait d'accord pour que j'emprunte cette voie-là, pour mon bien sans doute. Mais voilà, encore le père, la fille, etc. Et donc, j'étais plutôt vers l'informatique dans l'industrie aéronautique. Ah oui, rien à voir. Rien à voir, qui attirait ma curiosité, mais il n'y avait que ça que je pouvais faire, puisqu'on ne pouvait pas me payer d'autres études. Mais ça veut dire que vous aviez un esprit scientifique, vous étiez quand même... Oui, j'ai toujours un peu... ça vous plaisait? Un esprit scientifique, mais après, je me suis rapidement aperçue que ce n'était pas du tout ma voie. Ah, okay. Et j'ai attendu d'avoir suffisamment de moyens pour me payer toutes les études que j'ai faites par la suite, pour avoir les moyens de les suivre. Et donc, j'ai recommencé à partir du bac jusqu'au doctorat, sans jamais m'arrêter, mais en finançant mes propres études. Vous avez fait deux cursus différents? Oui, c'est ça. Je suis revenue à zéro en me disant non, je veux vraiment être ethnologue. Et donc, j'ai démarré Et c'était quoi le déclic? Qu'est-ce qui fait qu'un jour vous vous dites non, allez, c'est pas ça, je repars de zéro? En fait, ça, c'est quand vous êtes contrarié dans votre orientation. À un moment donné, ça revient. C'est vrai. Et je l'ai laissé s'exprimer. J'aurais pu, effectivement, terminer ma carrière dans l'informatique, bien payée. On est mieux payé que quand on est anthropologue. Mais non, il y a quelque chose chez moi d'engagé. C'est là que l'engagement surgit. Et j'ai refusé. Je voulais suivre ma voie. Et j'ai bien fait. Parce que quand on suit sa voie, on est à peu près sûr d'en obtenir le meilleur. Ah ouais. Donc là, vous reprenez ces études? Donc je reprends ces études à partir du bac, grosso modo. Et ensuite, je vais financer mes études donc en donnant des cours jusqu'au doctorat, sans jamais m'arrêter, jusqu'au doctorat. Donc je n'ai jamais eu de bourse de recherche, jamais eu d'aide, de la moindre bourse, de rien du tout. C'est vraiment à la force de votre travail, de votre réflexion. De ma réflexion. Et donc, j'ai passé le doctorat, donc c'était en 1999, après avoir passé 7 ans dans l'informatique. Et puis, après, pareil, j'ai commencé à chercher des financements pour financer mes recherches. Parce qu'encore une fois, j'avais choisi un sujet qui était au départ le hijab, donc ce fameux foulard islamique dont on avait parlé en 1989. Tout à fait. Et quelques années après... Pourquoi vous choisissez ce thème? Qu'est-ce qui vous interpelle? Le silence des femmes. C'est-à-dire qu'effectivement, on en parle beaucoup, il y a des débats entre les différents partis politiques, il y a des opinions, etc. Mais que veulent dire ces jeunes filles? À quel milieu appartiennent-elles? D'où viennent-elles? Pourquoi font-elles ça? Et très vite, je m'aperçois qu'en fait, elles désirent porter le voile. Je me dis, bon, ça c'est quand même intéressant. Pourquoi ces femmes... alors elles expliquent aussi leur rejet du mercantilisme, de la société de consommation, de tout cela, qui est quand même une idée assez 68arde en réalité. Et donc je me dis, tiens, c'est curieux, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Et puis en fait, assez rapidement, quand je vais commencer ma thèse, même au niveau master, à ce moment-là, je vois que c'est un endoctrinement. Et c'est ça qui va m'amener en fait, par hasard, auprès des frères musulmans. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, vous partez, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont été des déclics dans votre parcours, qui vous ont dit, tiens, tu devrais faire comme ça, ou est-ce que tu as pensé à faire ça, ou est-ce que c'est vraiment vous qui, tout le temps, vous êtes laissé guider par votre intuition, par votre ressenti des choses? Oui, je crois que vous avez dit le mot juste, c'est l'intuition. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose chez moi qui parle, qui n'est pas une personne... qui n'est pas une voix non plus, il y a quelque chose qui me dit non, va vers là, persiste, ne t'arrête pas. Donc il faut attendre, je dirais, bien après le doctorat, à moins que ce soit, quand je commence mes études doctorales, il y a des travaux qui m'intéressent en particulier, ceux de Jeanne Favre-Saada, qui est aussi une féministe, et qui travaille sur la sorcellerie dans le bocage normand. Et c'est très intéressant la façon dont elle appréhende cette sorcellerie dans une modernité européenne.
Et sa façon de réfléchir aussi sur l'enquête, sur le rôle de l'enquêteur dans son milieu, comment il peut objectiver les informations qu'il reçoit. Et ça m'intéresse beaucoup. Et c'est quelqu'un qui a eu une grande influence sur mon travail. Mais des gens qui m'ont poussé réellement, je ne peux pas dire que j'en ai rencontré beaucoup. J'ai rencontré plutôt beaucoup d'adversités, avec le sentiment d'être à contre-courant un petit peu en permanence. Mais ça, c'est pas décourageant d'avoir cette sensation? Eh ben non, non, parce que quand vous avez la curiosité intellectuelle, quand vous avez l'amour de la connaissance, l'obsession de la vérité, parce que c'est ça, vous avancez. Vous ne venez pas du tout d'un milieu où on parlait de religion, parce que c'est très spécifique. Vous partez dans un champ culturel qui est totalement différent de votre univers. Et vous avez envie de... Enfin, j'essaie de comprendre. C'est un peu comme, finalement, comme Colombo. Vous partez, puis vous enquêtez, vous déroulez un fil, et puis ça vous amène... Si j'avais pas été ethnologue, j'aurais été détective privé. Oui, ça fait un peu ça. Mais c'était ça, c'était ce que je me disais. Alors, c'est pas complètement étranger à moi, puisque je suis d'une famille issue de l'émigration algérienne, tunisienne au 19e siècle. Donc, ma grand-mère, c'était la 3e génération issue de cette émigration-là. Donc, c'était quelque chose qui ne m'était pas inconnu, mais en même temps, c'était un tabou à la maison, on n'en parlait pas. Même s'ils étaient revenus après la libération de l'Algérie, c'est quand même quelque chose dont on ne parlait pas. Ça reste un peu une histoire honteuse, c'est cette question des pieds noirs, malheureusement. Donc, c'était dans l'air, il y avait quelque chose comme ça, mais je ne peux pas dire que c'est parce que on m'a raconté ceci ou cela. C'était plus une ambiance, quelque chose que je ressentais. Et donc là, vous faites votre doctorat, et comment ça marche? On oriente après ces travaux? Enfin, comment ça se passe? On dit, tiens, je vais définir tel thème de recherche, et il y a quelqu'un qui vous le valide, je ne sais pas? Oui, alors normalement, effectivement, c'est comme ça que ça se passe, sauf si vous êtes très déterminé. Et c'est vrai que moi, quand j'arrive à l'université, j'ai à peu près 5 ou 6 ans de plus que ma classe, puisque j'ai déjà fait une autre vie antérieure, si je puis dire. Et on me conseille, on me dit, pourquoi pas travailler sur les grands-mères qui font du bridge le dimanche. Voilà, des sujets un petit peu légers comme ça. Vous êtes sérieuse, là? Oui. Ah oui, d'accord, ok, je crois que vous donnez l'exemple comme ça. Non, d'accord. Non, c'était... Ah oui, rien à voir. Vous aviez des thématiques qui étaient assez surréalistes. Mais après tout, ça ne m'étonne pas. Je veux dire, tout peut s'étudier. Tout est intéressant, en fait. Oui, bien sûr. Et moi, tout ce que j'ai étudié, j'ai toujours trouvé intéressant. Sauf quand ça m'accroche complètement. Et la question de l'islam à Bordeaux, à ce moment-là, de l'émergence en fait de ce culte musulman dans un espace urbain, m'a beaucoup intéressée et m'a passionnée. Parce que j'y ai fait des expériences qui ont marqué ma vie d'une certaine manière. La première expérience, c'est quand je rentre... alors, je travaille sur l'alimentation halal. D'accord. Sujet anthropologique, fait social total, Marcel Mauss, etc. Et j'interroge donc les bouchers pour savoir si la viande halal qu'ils vendent est issue d'un abattage rituel et comment ça se passe, etc. Et toutes les histoires qu'ils me racontent, eh bien, en bonne anthropologue, je vais aller les vérifier. Donc, ils me disent, voilà, on fait ceci, on coupe l'animal, on fait la prière, on fait en sorte que l'animal soit sain, propre, bien traité, etc. Donc, ils me racontent quelque chose qui me paraît quand même assez cohérent. Et donc, je vais quand même aller vérifier ce qui se passe. Donc, je prends rendez-vous avec le chevillard qui livre la viande, puis avec l'abattoir, etc. Et jusqu'à me retrouver dans un abattoir à 3h30 du matin. Alors, ça aussi, quand on est une femme, c'est pas très, très évident. Un abattoir, c'est un milieu très, très cruel, très masculin, très particulier. Donc, j'y vais quand même. Et là, je vois que tout ce qu'on m'a raconté ne correspond absolument pas à ce que je vois. D'accord. Donc, je me dis, tiens, peut-être qu'il m'a raconté des bêtises, enfin, je ne sais pas. Et donc, je vais multiplier les expériences en demandant à des bouchers, etc., en remontant chaque fois à leurs abattoirs. J'ai visité tous les abattoirs d'Aquitaine. Et ça n'est jamais la même histoire, et ça n'est jamais le même rite, et ça n'est jamais la même pratique. Alors que dans le discours, c'est toujours la même chose.
Et donc, je m'interroge, je me dis, voilà, tout le monde pense, y compris les clients, y compris les bouchers, tout le monde pense que la viande est produite de telle façon. Or, ça n'est pas le cas. Donc, c'est un grand mensonge institutionnalisé. Évidemment, ça m'intéresse, puisque j'aime la vérité en tant que chercheur. Et je vais très vite m'apercevoir qu'il s'agit en fait de la construction progressive d'un rituel industriel. Qu'il y a tout un tas de croyances autour de la qualité de la viande, de ses propriétés pour les clients, etc., qui ne correspondent pas à la réalité, mais qui correspondent au discours ambiant. Et ça, c'est vraiment passionnant. Pour les gens comme moi, nous, on trouve ça passionnant. Comment on construit en fait un rituel religieux industriel. Donc ça a commencé comme ça et j'ai commencé à m'intéresser au marché halal pour m'apercevoir qu'ensuite, cette norme halal dont j'avais pressenti en fait la construction à l'état embryonnaire allait devenir ensuite concerner les aliments et puis les cosmétiques et puis la mode et puis les banques, etc. et devenir un marché global d'une valeur considérable. Et c'est cette expérience-là, en fait, fondatrice que je vois dans cette petite différence entre le discours et la pratique qui attire mon attention parce que c'est quelque chose qui va se reproduire et donner ce marché halal global qui produit de l'argent, qui produit de la norme religieuse. Et ça, pour moi, c'est ça le travail anthropologique, c'est ça le travail de Marcel Mauss, qui est un peu une figure tutélaire dans la discipline. Il disait partir d'une boîte de conserve pour reconstituer en fait toute l'histoire d'une société. Et là, à ce moment-là, est-ce que vous vous dites que le fait d'être une femme est un frein dans vos travaux de recherche? Enfin, qu'est-ce qui devient difficile? Parce qu'au début, on en a parlé avant l'émission, mais vous me disiez finalement, au début, quand j'ai commencé mes travaux de recherche, je faisais peur à personne et donc on m'a laissé faire beaucoup de choses. Et puis finalement, progressivement, avec les résultats que vous avez rendus publics, vous avez senti que c'était peut-être moins facile que... Alors pour moi, je ne me suis jamais située en tant que femme dans la recherche. D'accord. Par contre, je reconnais qu'on m'a assigné effectivement un rôle, puisque tant que je m'intéressais à l'alimentation, qui était un truc de bonne femme en fait, c'est vrai. on m'a toujours laissé tranquille, même si je soulevais des questions vraiment subversives. Ouais. Mais du moment qu'elle travaillait, on m'appelait même à l'époque Madame Boucherie Halal, ce qui était une façon de dénigrer l'intérêt de mes travaux et de me renvoyer à la cuisine, si vous voulez. Donc c'est un milieu très misogyne, milieu arabisant, le milieu des études islamiques est vraiment très hostile, je dirais, aux femmes qui sont considérées soit comme des proies sexuelles, je vous le dis parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe, soit bonnes pour aller à la cuisine. Donc ça, c'est vrai que ça, c'était difficile, mais en même temps, ça m'a permis finalement de penser à l'intérieur d'un cadre, le cadre alimentaire, comme fait social qui a des répercussions considérables, en étant relativement tranquille. Ah oui. Et donc, j'ai pu publier un peu, j'ai pu commencer à élaborer mes idées sur ce que j'appelle aujourd'hui le frérisme, dans une relative tranquillité parce que les gens importants autour de moi, les hommes importants autour de moi, ceux qui disent comment la recherche doit se faire ou pas se faire, ne prenaient pas ce que je faisais au sérieux. Alors, ça a bien changé avec la sortie de mon dernier livre, qui a fait beaucoup de bruit. Et là, ils ont commencé à m'attaquer très, très violemment. Parce que, évidemment, j'arrivais avec un produit assez consistant qui était difficile à critiquer. Et donc, ils ont été dépassés, en fait. Ils n'ont pas pu m'arrêter avant. Et là, par contre, là, c'était féroce. C'était féroce au sens masculin du terme, avec une solidarité masculine contre moi. Ah oui, c'est ça. Toujours avec cette idée qu'une femme ne peut pas faire un travail intéressant. Donc, c'est vrai que ça pèse, ça continue de peser. Mais en même temps, je dois dire qu'on ne m'a jamais empêché de faire mon travail. Quand je suis rentrée au CNRS, c'était il y a 10 ans. Je suis rentrée très tardivement. Je n'ai pas été discriminée. Au contraire, j'ai bénéficié peut-être d'une volonté de rééquilibrer les recrutements hommes-femmes. Je ne dis pas que je suis une femme quota.
hein. Non, Je non, ne dis non. pas ça. Mais je dis que si ça avait été 20 ans plus tôt, où les femmes étaient vraiment, où on barrait la route aux femmes, à ce moment-là, ça aurait été peut-être difficile, Oui, en compte tenu fait, du sujet que j'avais ce choisi. que vous nous dites finalement, c'est que vous n'avez pas ressenti de difficulté en tant que femme, c'est en tant que votre chercheuse et le thème de vos travaux de recherche qui a été C'est ça. difficile. Mais le fait d'être une Ah, femme n'est pas, Non, non, pas du tout. n'était pas un sujet. Non, pas du tout. En plus, ça permet, dans mon cas, d'atteindre des milieux que les hommes ne pouvaient pas atteindre, c'est-à-dire le milieu des femmes, des sœurs musulmanes, dont le rôle est très très important, hein. On considère souvent qu'elles sont les victimes de l'islamisme. Elles en sont de très importants vecteurs. Il y a de bons travaux qui sont en train de sortir par des femmes, justement, en ce moment. Alors, c'est l'expérience de vos travaux, etc. Mais aujourd'hui, vos travaux vous ont amené à prendre la parole dans le débat public. Vous faites des conférences, vous êtes interviewé sur les plateaux télé. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Est-ce que finalement, c'est le fait d'avoir une place pour s'exprimer qui est difficile? Ou finalement, c'est le sujet qu'on traite et qui ne fait pas plaisir à tout le monde et qui, du coup, se retourne quelque part parfois contre vous et on essaye de vous freiner, vous l'avez dit, de vous menacer de mort, etc. Enfin, c'est des menaces extrêmement graves, hein. Donc, moi, ça m'interpelle énormément. C'est-à-dire qu'en France, on ne peut pas parler de tous les sujets. Mais je voudrais comprendre ce qui est difficile et quel retour d'expérience vous pouvez nous en faire de ça. C'est vrai que ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, lorsque j'ai reçu ces menaces de mort, que j'étais placée sous protection policière, le CNRS n'a jamais pris la parole, n'a jamais défendu. Enfin, j'ai quand même eu l'impression que si j'avais été le professeur Intel, alors que j'en ai tous les diplômes, j'ai une HDR, je peux être professeur des universités, j'ai les qualifications pour ça, de même que directrice de recherche. Eh bien, étant femme, j'ai eu l'impression par moments qu'on se disait « mais c'est qu'elle l'a bien cherché ». Au fond, c'est ça qu'on dit souvent aux femmes. Oui. Quand il leur arrive des problèmes, c'est qu'elles l'ont quand même un peu bien cherché. Ça, c'est vrai que c'est un peu plus difficile. Je le vois sur les plateaux, on m'appellera plus facilement par mon prénom, alors qu'un homme, on lui dira professeur ou docteur, alors que, voilà. Donc oui, ça, c'est vrai qu'il y a une différence de traitement. Maintenant, ça ne doit pas nous arrêter. Et en plus, ce traitement, souvent, est fait par les femmes elles-mêmes aussi, est reproduit par les femmes elles-mêmes. Donc c'est à nous aussi, quand nous recevons des docteurs ou des professeurs, de les appeler par leur titre. Nous aussi avons des responsabilités. Puis nous sommes celles qui élevons nos fils. Donc nous avons de très importantes responsabilités par rapport à ce que seront les hommes de demain. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux femmes qui nous regardent et qui se disent « bah tiens, moi j'aimerais me lancer, faire des études dans la recherche ». On sait que c'est quand même compliqué aujourd'hui, quelle que soit la thématique de recherche. D'ailleurs, hein, c'est quand même des secteurs où il y a de moins en moins d'argent. Quand on regarde votre exemple, on se dit bah c'est un chemin de croix quand même, parce qu'en plus, on travaille de manière scientifique et on l'a peut-être pas dit assez, mais très objectivé. Là, il n'y a pas de volonté de démonstration dans vos travaux. Vous simplement, vous objectivez des faits, vous faites des enquêtes, en fait, c'est ça votre travail. Il n'y a pas de... Si, le travail du scientifique est une démonstration, mais c'est une démonstration dans un cadre très régulé, très rigoureux. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais dire à une jeune femme qui voudrait se lancer dans la recherche? Surtout, allez-y. Écoutez votre intuition, vos désirs, analysez-les aussi. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit par rapport à un tel, ou etc. Soyez sûr que c'est votre voie. Mais si jamais ça vous appelle, alors allez-y. Aujourd'hui, Florence, vous êtes très exposée dans ce débat public. Donc vous, ce que vous nous dites, c'est malgré toutes les difficultés, on y va quand même, on se pose pas trop de questions. Si, il faut se poser des questions. C'est très important de se poser des questions, mais il faut se poser nos propres questions, pas celles des autres. On ne s'engage pas dans la recherche ou comme ça parce que par simple curiosité. C'est une vocation. Mais les vocations, je pense que tout le monde a des vocations. Tout le monde a une vocation profonde. Et c'est ça qu'il faut savoir écouter en faisant abstraction justement de ce que disent les autres.
Et souvent, les femmes en sont plus empêchées que les hommes, parce qu'on a toujours des remarques à faire sur ce que font les femmes. Parfois pour les protéger, mais ça va un moment. Donc il faut laisser vos filles libres, laisser-les sortir aussi. Je vois dans la génération de mes fils, par exemple, les filles ne sortent plus. Elles sortent beaucoup moins que moi à mon époque. Ah oui. Donc là aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous ne vous appropriez pas l'espace public, comment allez-vous vous y comporter plus tard? Donc là, je sens quand même une régression chez les plus jeunes. Alors, on a parlé de reconnaissance, en tout cas, de manque de reconnaissance de vos pairs dans la profession. Il faut aussi que les femmes peut-être apprennent à essayer d'être plus solidaires. Oui. Vous avez eu quand même une distinction récemment, une des plus hautes distinctions de l'État, puisque vous avez été, ça a été publié au Journal officiel. Vous avez été Chevalier de la Légion d'honneur. Chevalier de la Légion d'honneur. Donc ça, c'est important, j'imagine, comme c'est des reconnaissances importantes sur le contenu des travaux que vous menez. Oui, ça c'est vrai que c'est important. Moi, ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup émue. En fait, on ne sait pas qu'on va recevoir cette distinction. Pour moi, c'est important. Je sais qu'il y a des gens qui la refusent, alors soit. Pour moi, c'est une reconnaissance et c'est pas que j'en ai besoin, mais disons que ça m'aide. Et puis, ça indique aussi quelque chose. C'est ça. Pour les gens, ils se disent, tiens, pourquoi cette distinction? Ils vont chercher un peu plus loin que l'image qu'on donne. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de journalistes, malheureusement, ont essayé de casser cette image le plus possible en me faisant passer. Et là, le côté féminin peut compter pour une vieille chercheuse sur le tard, qui semblait émerger sur le tard. Hein, je reprends un titre vraiment calomnieux du Monde. Ça, cette reconnaissance, ça permet un peu d'adoucir ce genre de coups bas qui sont difficiles en tant que femme. Oui, mais ça veut dire finalement que la reconnaissance, elle n'est pas forcément là où on l'attend, mais elle arrive aussi quand même, il y a toujours un peu des signes sur le chemin qui font que... Vous le voyez, il y a la reconnaissance, mais je crois que ce qui m'a fait tenir, c'est pas la reconnaissance, parce que je n'aurais pas tenu, mais c'est plutôt le fait d'avancer dans ma réflexion. C'est les eureka qui se sont produits tout au long de ma carrière, où je me dis, ah, mais ça, j'ai trouvé quelque chose. Et ça, c'est tellement précieux comme sentiment que vous continuez à avancer malgré l'adversité. Et puis vous rencontrez quand même de temps en temps des gens qui voient l'intérêt de vos travaux. Et j'ai bien sûr des amis, des collègues femmes qui m'ont beaucoup aidée dans ce sens-là. Alors, votre actualité, vous avez sorti, donc vous publiez régulièrement des ouvrages sur le fruit de votre travail de recherche. Vous avez publié un livre sur les réseaux fréristes qui a été d'ailleurs traduit dans plusieurs langues étrangères. Et vous, aujourd'hui, votre actualité, c'est que vous avez créé un centre de recherche, c'est ça? On peut peut-être en dire un mot? Oui, c'est un centre qui va s'appeler Centre européen de recherche et d'information sur le frérisme. Je tiens beaucoup à ce terme frérisme. Ça va nous permettre de travailler un petit peu différemment de ce qu'on avait l'habitude de faire avec l'islamisme dans les pays arabes et musulmans. Donc ici, le frérisme, ce sont les formes d'entrisme issues donc de l'islamisme dans les sociétés contemporaines sécularisées. Et ce centre-là va mettre en lien en fait des ambassadeurs, des experts, des universitaires qui voudront aborder cette question de l'entrisme, mais de façon appliquée, pour aider en fait les acteurs sociaux, les entreprises, les écoles, les collectivités, exactement, à essayer d'y voir plus clair. Donc leur expliquer comment tout ça fonctionne. Et être un centre de recherche où on produit de la recherche, où on organise des conférences, tout ce qui ne se fait plus malheureusement à l'université, et dont c'était pourtant la vocation. Mais puisque ça ne peut plus se faire à l'université, puisque moi-même je n'ai plus accès aujourd'hui à l'université, je crois que Gilles Kepel en parlait ce matin dans une télé pour dire exactement la même chose. Puisque c'est comme ça, eh bien, je propose en fait de rapatrier ces activités, si on peut dire, dans un centre de recherche privé qui sera d'abord sous une forme associative et ensuite on verra comment ça va se développer. C'est très inquiétant dans ce que vous nous dites. Ça veut dire qu'en France, on ne peut plus aborder tous les sujets et tous les sujets. Nous sommes sous l'empire de la censure. En ce moment, à l'université, c'est très très préoccupant. Je crois que les gens n'imaginent pas ce qui se passe dans les universités.
Donc du coup, on est d'autant plus content de vous avoir donné la parole ce matin au micro du Café des Lyonnes. Florence, dernière question, si vous aviez une baguette magique, si vous aviez plutôt qu'une baguette magique, d'ailleurs c'est pas tellement votre registre ça, mais plutôt en tous les cas, si vous étiez décideuse, si demain vous étiez nommée ministre de l'égalité femmes-hommes en France, quelles mesures vous prendriez pour que les femmes soient plus présentes, plus visibles dans le débat public? Moi je crois qu'il faut que toutes les femmes françaises, quelle que soit leur religion, leur culture, soient protégées. Si on a une population importante, notamment d'origine musulmane, qui régresse considérablement, ça va faire régresser l'ensemble de la condition féminine, si on peut dire. Donc la première mesure que je prendrais, ce serait d'interdire le hijab, le voile islamique pour les mineurs. Parce que ces petites filles aujourd'hui sont empêchées de sentir l'air dans leurs cheveux, d'avoir une proprioception développée et de se saisir de l'espace autour d'elles. Et ça, c'est une catastrophe pour à titre individuel, mais c'est aussi un moyen de diffuser une norme fondamentaliste qui est très dangereuse pour nos sociétés. Donc, même si ça paraît s'adapter en fait, ou s'appliquer plutôt à une petite population relativement restreinte, en réalité, ça peut avoir des impacts considérables sur une réflexion sur la place de la femme dans la société, dans l'espace, plus que dans la société, dans l'espace. Et c'est de ça dont il est question quand je parlais tout à l'heure des talibans, c'est la disparition du féminin, pas seulement des femmes, c'est le féminin. Le féminin pose de plus en plus de problèmes à une part de la population de plus en plus importante. C'est très dangereux, ça va nous faire régresser dans un ensemble. Donc c'est une mesure que je prendrai immédiatement, interdiction du voilement des mineurs. Très bien, Florence, on vous souhaite bon courage pour continuer votre travail. Merci Alexandra. Merci beaucoup d'être venue partager ce Café des Lyonnes ce matin avec nous. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café des Lyonnes. Bonne semaine à tous.